Nice respire, au milieu des années 70. La mer se brise tout près, contre la promenade des Anglais, et le soleil cogne sur les façades claires, obstinées, implacables. Dans l'air flotte une odeur de sel, de gaz d'échappement, de linge qui sèche aux fenêtres. La ville s'étire entre la colline et la mer, dense, serrée, comme si chaque pierre veut garder sa place dans ce décor trop étroit. Au cœur de cette trame compacte, il y a le centre. La place Masséna, ses arcades, ses pavés qui renvoient la chaleur. Non loin, à quelques pas seulement, le 29 boulevard Albert Ier. Les bus passent, les voitures ralentissent, les passants vont et viennent, sacs de course en main, serviettes de plage sous le bras. On parle fort, on rit, on marchande. Cette artère est un couloir de vie. Là, au rez-de-chaussée d'un immeuble aux étages garnis de fenêtres, de rideaux tirés, de balcons étroits où sèchent des draps, une devanture sobre s'impose, nette comme une injonction. Société Générale. Une agence parmi d'autres, pense le passant. Une succursale régionale, dirait l'employé. Mais derrière les vitrines sages, derrière les bureaux où des employés en chemise tamponnent, classe, discutent de taux et de signatures, s'enfonce un autre monde. Sous les pieds des clients, sous les talons des secrétaires, sous le marbre du hall, au sous-sol, repose la salle des coffres. Une pièce aveugle, lourde de silence, cerclée de murs épais. Elle n'a pas de fenêtre, pas de vue sur la mer. Elle a mieux, l'oubli et l'acier. Une porte blindée à ouverture temporisée, dont le mécanisme obéit à l'horloge plus qu'à la main humaine. Des coffres individuels, serrés les uns contre les autres comme une armée de boîtes muettes. Chacun renferme un fragment de vie. Billets soigneusement empilés, bijoux passés de mère en fille, titres au porteur, montres de prestige, liasses de documents rangés dans des chemises anonymes. Derrière cette salle, dans l'ombre, un autre réseau s'insinue. Sous le béton, sous les caves, sous les parkings, la ville a ses entrailles. Tuyaux, conduites, égouts, galeries techniques. L'eau y glisse, la rumeur du monde y descend affaiblie. Ces souterrains ne portent pas de nom sur les devantures. Ils ignorent les vitrines. Ils serpentent, patientent, acceptent la boue, les rats, les odeurs lourdes. Ils n'ont pas de serrure, presque pas de garde. On s'y faufile par une plaque d'égout, une cave, un local oublié. C'est la face cachée de Nice, que peu regardent, que presque tous ignorent. Pourtant, dans ces années-là, la France sait déjà que l'argent attire la violence. Face à ces menaces, la brigade de répression du banditisme, la BRB, se dresse comme un rempart. Avec la police judiciaire, elle traque le grand banditisme, suit les rumeurs de cafés enfumés, intercepte les conversations dans les arrière-salles, aligne les fiches, photographie les visages. Les policiers se battent contre des braqueurs qui aiment le bruit, la vitesse, la poudre. Ils attendent des assauts frontaux, des fusillades à l'aube, des poursuites sur le périphérique. Ils attendent la violence, pas le silence. Au 29 boulevard Albert Ier, la Société Générale vit dans cette logique. C'est une grande banque nationale qui étend ses racines sur tout le pays. Ici, à Nice, l'agence régionale gère l'argent des habitants, des commerçants qui tiennent boutique à 2 rues de là, des avocats, des notaires, des médecins, des entrepreneurs du coin. Les habitués entrent, saluent, signent, déposent. Les employés connaissent les prénoms, les histoires, les habitudes. Tout semble banal, presque familier. Il naît loin d'ici, dans le froid de décembre 1932, à Laragne-Montéglin, dans les Hautes-Alpes. Un village entouré de montagnes, où le vent mord les joues, où la vie est rude, où l'on apprend tôt que rien ne s'obtient sans lutte.
La guerre, les secousses du siècle, forgent un monde où les frontières se brouillent entre héroïsme et violence. Jeune, Spaggiari cherche ailleurs ce que son village ne lui donne pas. Il s'engage dans la Légion étrangère. Là-bas, en Indochine, d'après les récits qui circulent ensuite, il découvre la moiteur des jungles, la brutalité d'une guerre lointaine, les camarades qui tombent, les ordres qui ne discutent pas. Il apprend à patienter, à marcher longtemps, à se passer du confort, à écouter la nuit, à survivre. Son nom, très tôt, passe déjà sur le papier des tribunaux. Un braquage dans les années 50. Condamnation. L'ombre du casier. Il connaît les prisons, les juges, les portes qui claquent. Il regarde, comprend, s'endurcit. L'homme qui sort n'est plus celui qui entrait. Puis il vient à Nice. La ville lui offre un autre visage. La lumière, les touristes, les couples sur la plage, les vieux sur les bancs. Spaggiari ouvre un studio photo au centre-ville. Enseigne claire, photographie Spaggiari. Il cadre des sourires, des mariages, des portraits sages. Les familles posent devant son objectif. Les élus, parfois, passent devant son flash. Les commerçants du quartier le connaissent. Un ancien légionnaire devenu photographe, l'histoire intrigue, rassure presque. On salue ce commerçant appliqué, poli, discret. Pourtant, sous cette vitrine, un autre réseau se tisse. Spaggiari fréquente certains cercles où la monnaie n'est pas toujours déclarée. Bars, arrière-salles, recoins de la nuit niçoise. Il croise des figures du grand banditisme, marseillais, niçois. Les noms se murmurent plus qu'ils ne s'écrivent. Certains sont déjà fichés pour vol, recel, braquage. On boit ensemble, on s'observe, on jauge. Il n'est pas un caïd visible, pas encore une légende, mais il circule dans ces eaux troubles avec aisance. Il écoute plus qu'il ne parle. Sa réputation publique, jusqu'au cœur des années 70, reste modeste. Un commerçant, un ancien soldat. Rien pour attirer les caméras nationales. Et pourtant, autour de lui, silencieusement, un noyau se forme. Un groupe d'hommes, durs, patients, attirés par la promesse d'un coup hors norme. Certains viennent de Marseille, d'autres de Nice. La PJ les connaît souvent déjà, par des fiches, des dossiers, des photographies en noir et blanc. Ces silhouettes ont braqué, volé, écoulé. Elles savent changer de voiture, trouver une planque, négocier une arme. À ce noyau se greffent d'autres profils. Des mains calleuses, des hommes de chantier, terrassiers, plombiers, ouvriers du bâtiment. Des types qui connaissent le langage de la terre, du béton, du tuyau. Ils savent creuser sans effondrer, percer une dalle, respirer dans un trou. Leur savoir ne vient pas des livres, mais des journées passées à la poussière, à la sueur, dans les fosses boueuses des chantiers urbains. Autour d'eux tournent des silhouettes plus discrètes encore. De petites mains, qui louent un local, portent des sacs, achètent du matériel en plusieurs fois, sous plusieurs noms. Elles surveillent une rue, notent les passages de voitures de police, mémorisent les horaires de fermeture d'un commerce. Elles sont l'intendance d'une armée qui ne porte pas d'uniforme. Au centre, c'est Spaggiari qui agrège, qui rassemble, qui donne forme. L'idée naît de l'observation, de la patience, d'un regard qui descend sous les pavés. Il comprend que les banques se barricadent vers l'avant, mais laissent ouvertes les profondeurs. Il entend parler des réseaux d'égouts sous Nice, de galeries techniques qui longent les fondations. Il sait que, là-dessous, les alarmes ne crient pas. La salle des coffres de la Société Générale, posée au-dessus de ses entrailles, devient alors plus qu'un lieu,
une promesse. Un casse sans violence armée. Un vol qui se déroule loin des yeux, quand la ville dort, quand les grilles des commerces sont baissées, quand les employés sont partis en famille. La cible n'est pas la caisse du guichet, mais la salle sacrée où reposent des centaines de coffres. Là se concentre l'or d'une ville. Repérage. On observe la façade de la banque, ses horaires. On note à quelle heure les employés arrivent, à quelle heure ils partent. Les lumières du soir, la fermeture des volets. On scrute les patrouilles de police dans le quartier, les trajets réguliers, les habitudes. Par où passe-t-il? À quelle fréquence? Quelle est la respiration de ce coin de ville? On apprend à la calquer. Pendant que certains suivent la surface, d'autres se penchent sur les profondeurs. Des plans circulent, fragmentaires, parfois officiels, parfois arrachés à des lieux qu'on ne nomme pas. Plans des égouts, des conduites, des galeries. D'où peuvent-ils approcher? À quelle distance de la salle des coffres passe le premier couloir souterrain accessible? Ils étudient, tracent, recomposent le puzzle. Là où les plans manquent, ils devinent. Ils explorent. Bottes aux pieds, langues à la main, ils descendent déjà dans la pénombre, comptent les pas, mesurent les hauteurs, évaluent les épaisseurs de béton au-dessus de leur tête. Le calendrier devient alors une arme. Ils savent qu'il faut du temps. Qu'une nuit simple ne suffira pas si le béton est trop épais, si les armatures de fer résistent. Il faut un week-end où la banque reste close, un moment où la vie se détourne des guichets. La France a ses jours sacrés. Parmi eux, le 14 juillet. Fête nationale. Défilés, feux d'artifice, bals populaires sur les places. En 1976, il tombe un mercredi. Autour, la ville ralentit. Certains prennent un pont, s'absentent plus longtemps. L'été alourdit l'air, pousse au départ. L'été 1976 entre dans les têtes comme une fenêtre. Le week-end prolongé autour du 14 juillet s'impose comme le moment stratégique. L'agence ferme, met sous alarme, verrouille la salle des coffres. Les employés rentrent chez eux, rassurés par la porte blindée, l'horloge interne, les crochets qui se referment avec un bruit sec. Ils laissent derrière eux les coffres bien rangés, alignés comme des soldats au garde-à-vous. Il faut du matériel. Beaucoup. Les hommes rassemblent des outils de perçage, des marteaux-piqueurs ou perforateurs capables de mordre le béton. Des crics pour soutenir, déplacer, ajuster. Des lampes pour dompter la nuit du souterrain. Des dispositifs de ventilation pour respirer là où l'air stagne, pour chasser les gaz, la poussière. Des pompes au cas où l'eau monte. Ils empilent de la nourriture, de l'eau, des vivres pour tenir plusieurs heures, peut-être plusieurs jours, enfermés entre les murs de béton et les dalles. On prévoit des matelas, des couvertures, pour s'allonger sans jamais vraiment se détendre. Mais la première bataille se joue à la surface, loin des coffres. Il faut un point d'accès discret au réseau souterrain. Une bouche d'égout dans une rue sombre, une cave oubliée, un local technique loué sous un prétexte banal. Il doit être proche, mais pas trop, pour éviter de braquer les regards sur la banque. À distance raisonnable, cependant, pour transporter le butin sans s'épuiser, sans multiplier les allers-retours au point de se trahir. Pendant que certains creusent déjà, d'autres veillent. La surveillance extérieure s'organise. Des complices restent en surface, disséminés. Un à un coin de rue, un autre attablé à une terrasse. Un troisième dans une voiture immobile, journal déplié. Ils ne regardent pas la mer. Ils guettent les uniformes, les gyrophares, les pas trop lourds, les regards trop curieux. Un coup de sifflet, un signe, un simple départ précipité peut suffire à avertir ceux qui, en dessous, manient le marteau.
Ils le savent, ce n'est pas une affaire d'heures, mais de jours peut-être. Ils se préparent à rester longtemps dans l'humidité et la chaleur poisseuse du ventre de la ville. On répartit les rôles, ceux qui percent, ceux qui transportent, ceux qui veillent au matériel, ceux qui se reposent par rotation, allongés sur un matelas posé dans le tunnel. La communication se fait à voix basse, par signaux convenus. On surveille le bruit. Chaque coup de masse doit être réfléchi, chaque utilisation de marteau-piqueur dosée, comme une respiration qu'on retient pour ne pas être entendu à la surface. Car au-dessus d'eux, la Société Générale garde l'un des plus grands trésors de la région. Dans la salle des coffres s'accumulent des fortunes éclatées en fragments. Des espèces, sous forme de liasses épaisses, bien rangées dans les enveloppes. Des bijoux qui brillent dès qu'un rayon de lumière les frôle. Des métaux précieux, des lingots, lourds, froids. Des titres, des papiers, des obligations, dont la valeur dépasse celle des métaux qu'ils pourraient acheter. Des montres de luxe, des pièces d'or, des objets d'art miniatures, des souvenirs de famille qui n'ont de prix que pour ceux qui les ont déposés. Des centaines de clients confient là ce qu'ils ont de plus précieux, et parfois ce qu'ils veulent cacher. La police le saura plus tard. Difficile d'évaluer le butin quand certains n'osent pas dire ce qu'ils ont perdu. Certains coffres renfermaient peut-être de l'argent non déclaré, des documents compromettants, des richesses dont l'existence même aurait posé question. Le silence pèse déjà sur ce qui sera compté, sur ce qui ne le sera jamais. Ce qui est certain, c'est l'ampleur potentielle. Plusieurs dizaines de millions de francs, diront les estimations. Une somme qui, pour l'époque, dépasse l'entendement, écrase tous les repères. La presse parlera de « casse du siècle ». Les policiers eux-mêmes, aguerris, parleront, plus tard, de l'un des plus grands vols de l'histoire criminelle française. Mais au-delà de l'argent, le symbole est immense. Ce n'est pas seulement une banque qu'on vise. C'est une institution, une promesse. On va s'attaquer à l'idée même de sécurité, d'inviolabilité. On va forcer la salle des coffres sans armes, sans cris, sans otages. On va démontrer que, même au cœur de ces murs, même sous le poids de ces portes d'acier, la banque n'est pas invincible. Les risques, pourtant, sont terribles. Le code pénal ne plaisante pas avec le vol en bande organisée. Effraction, intrusion dans une institution bancaire, préparation minutieuse, tout cela promet des années de réclusion, bien au-delà de quelques mois. Ceux qui se lancent savent qu'ils jouent leur vie d'homme libre. Ils savent que s'ils échouent, les portes qui se refermeront sur eux ne s'ouvriront plus de sitôt. Mais quelque chose, plus fort que la peur, les pousse vers ce projet. L'appât du gain, la soif de défi, l'orgueil de frapper un symbole, tout se mêle. Au centre, Albert Spaggiari regarde une dernière fois la façade de la banque, ses guichets, ses clients anonymes. Il connaît déjà les galeries qui rampent sous le boulevard. Il a vu la faiblesse, il l'a mesurée. Il sait désormais que le temps approche.